tout le monde. Bienvenue ce webinaire numéro 3 du GIS-Sommaire. L'idée de ces webinaires, c'est de mettre en avant des travaux récents qui ont été effectués dans les aires marines protégées en France et qui concernent des sujets de sciences humaines et sociales, puisque c'est le rôle du GIS de favoriser le lien entre chercheurs en sciences humaines et sociales et gestionnaires d'aires marines. Et donc aujourd'hui, on accueille Lorraine Massini-Condon qui nous fait le plaisir de présenter son travail réalisé pendant son stage cette année de la réserve des Glénans pour la création d'un observatoire de la fréquentation. Donc, Lorraine, tu as la parole pour 30-40 minutes pour ensuite laisser la place à des questions et des échanges avec le public. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis chargée de mission Natura 2000 sur l'archipel des Glénans pour la communauté de communes du pays fouesnantais. Et donc je vous présente le travail de mon stage que j'ai fait en début d'année chez Bretagne Vivante, qui est gestionnaire de la réserve naturelle qui est située sur Saint-Nicolas, pour rendre à César ce qui appartient à César. Ok. Euh, et qui était Ouais, non, c'est top. C'est vraiment ça dont porté j'ai sur besoin, en l'objectif, fait. pardon, qui portait sur la création d'un observatoire de la fréquentation. Et en Ouais. fait, cet observatoire, je continue à l'animer dans le cadre de Natura 2000 maintenant. Donc, pour vous présenter rapidement les Glénans, donc c'est un archipel qui est situé au large de Concarneau et de Fouesnant, à 10 000 nautiques à peu près des côtes, et qui est composé de 8 îles et îlots. 8 îles, pardon, et beaucoup plus d'îlots, et qui est riche d'une biodiversité remarquable, qui a justifié la qualification au titre de Natura 2000, avec notamment une grande partie marine, et qui présente aussi la réserve naturelle de Saint-Nicolas, qui est en fait juste sur une île et sur la partie terrestre, mais qui est en cours d'extension. Donc, pour vous présenter de manière assez synthétique les divers enjeux écologiques qu'on peut retrouver sur l'archipel, on a la présence d'une espèce endémique, le narcisse des Glénans. C'est aussi un site d'importance régionale, voire nationale, pour la bifaune nicheuse. On a par exemple une colonie plurispécifique de sternes, et il y a une mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire, notamment marins, avec un important herbier de zoster marine ou des bancs de merle. Donc, mais les Glénans, c'est aussi un site qui est réputé pour ses paysages. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran de quand on recherche Glénans sur Google. Donc, on a ces images de Caraïbes bretonnes qui sont volontiers vendues par les promoteurs touristiques, même si c'est quand même de moins en moins le cas. Et donc, le site est aussi soumis à une fréquentation importante. Donc là, sur la photo, c'est l'île de Saint-Nicolas-des-Glénans, qui est donc l'île sur laquelle est située la réserve naturelle. Et c'est aussi la seule qui est desservie par le principal transporteur de passagers. Il faut savoir qu'il y a une personne sur deux qui se rend sur l'archipel avec ce transporteur. Et donc, il y a une personne sur deux qui vient aussi par ses propres moyens, ou avec un bateau de location ou son propre bateau, ou d'autres petits transporteurs de passagers. Et cette fréquentation, elle est diverse, autant sur terre que sur l'estran, que sur l'eau ou sous l'eau. Les Glénans, c'est connu pour la plaisance et réputé pour l'école de voile aussi. Il y a aussi une école de plongée, et c'est un site qui est prisé pour la pêche à pied de loisirs, et la pêche embarquée de loisirs aussi. Mais cette fréquentation, elle entre en compétition, on va dire, avec des enjeux écologiques, avec les problématiques qu'on connaît de dérangement, de piétinement ou d'ancrage. Mais aussi la fréquentation forte, elle a des impacts sociaux. Par exemple, sur l'appréciation de la visite, il y a eu une étude en 2022 qui a montré qu'une personne sur deux n'était pas satisfaite de sa visite, et notamment en raison de la forte fréquentation. Et il y a aussi d'autres choses comme la sécurité ou les conflits d'usage qui peuvent augmenter avec cette forte fréquentation, et cette fréquentation diverse. En plus de ça, il y a les usagers réguliers de l'archipel et les Iliens
qui ont une impression d'augmentation de la fréquentation et ça les inquiète. Ça s'est ressorti dans une étude qui a été faite en 2021. Et donc cette fréquentation, elle est étudiée depuis le début des années 2000 sur les Glénans à plusieurs reprises, et notamment en 2022, il y a eu une étude globale qui portait sur la préservation des patrimoines naturels et culturels vis-à-vis des usages au Glénan, donc que j'appellerai après étude globale. Et cette étude a recommandé le suivi d'indicateurs de fréquentation qui étaient déjà listés. Donc, l'objectif du stage, qui était donc porté par Bretagne Vivante et soutenu financièrement par l'Adréal, c'était de mettre en œuvre ces indicateurs proposés par l'étude globale, en ayant un suivi qui prendrait en fait la forme d'un tableau de bord, qui puisse renseigner de manière quantitative et qualitative la fréquentation sur le long terme. Donc avoir un tableau de bord qui est en fait répliqué chaque année et qu'on puisse qu'on puisse voir l'évolution de cette fréquentation. Et l'objectif d'avoir des connaissances sur la fréquentation, c'est de pouvoir avoir des connaissances donc qualitatives et quantitatives pour appréhender les impacts de la fréquentation sur les habitats et les espèces, et pour pouvoir aussi accompagner les choix de gestion, comme par exemple la sensibilisation ou l'aménagement. Donc, ça peut être l'installation de nouveaux mouillages ou le balisage de sentiers ou la mise en défend de certains endroits. Et il y a aussi un intérêt sous-jacent qui est d'unir les acteurs du territoire derrière une thématique qui les concerne, qui les inquiète. Et donc, il y avait quand même une dynamique donnée à ce stage, d'avoir de la concertation, voire même de la co-construction avec les acteurs du territoire pour la définition de ces suivis de fréquentation. Donc, le stage a été accompagné par des chercheuses du comité scientifique du conseil scientifique pardon, des réserves insulaires, qui sont Ingrid Pesette et Frédéric Albin. Donc merci à elles. Et donc on était parti sur la méthodologie à partir de deux documents. Le premier, c'est le cahier technique 88, qui est donc le guide d'élaboration des plans de gestion dans les espaces naturels de l'OFB, et un guide de mise en place des suivis de fréquentation dans les aires marines protégées, qui est un guide de Lebert et collaborateurs. En plus, on avait la concertation avec les acteurs du territoire. Pour information, je pense qu'en fait, la simple installation des méthodes proposées par le guide de Lebert et collaborateurs aurait pu suffire, mais l'intérêt d'avoir du temps dans un stage, c'était aussi de creuser des notions d'interaction entre la fréquentation et les enjeux environnementaux, et notamment pour pouvoir qualifier un peu plus l'impact. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi décidé de compléter le guide de Lebert avec le CT 88. Donc, pour le détail de la méthode, on commence par le CT 88, donc, que vous connaissez peut-être en termes de méthodologie. Donc, dans ce guide, on commence par prioriser les enjeux écologiques, donc en fonction de trois critères: la sensibilité aux pressions, la représentativité de l'enjeu à l'échelle régionale et son rôle fonctionnel à l'échelle régionale. Et ça nous donne la responsabilité à agir sur cet enjeu. Et donc, ça permet de prioriser les enjeux. Donc, on en a retenu 15 par cette méthode-là. Donc, je vous ai mis sur le diapo l'exemple des limicoles côtiers nicheurs et des phoques gris, qui ont tous les deux une responsabilité majeure retenue pour l'archipel. On a décliné cette méthode-là sur les activités. Donc là, on a priorisé en fonction de l'intensité de l'activité au Glénan, du degré d'impact sur les enjeux écologiques du site qui peuvent être donc engendrés par cette activité, et du risque de conflit d'usage aussi sur le territoire. Donc là, on a retenu dans ce cadre-là 12 activités, et donc je vous ai mis l'exemple de l'ancrage, le voyage sur ancre, et de la promenade. Ensuite, on a croisé ces 15 enjeux écologiques retenus avec les 12 activités retenues,
Donc ça nous a donné en fait les impacts possibles des activités sur les enjeux. Donc ça, c'était bien sûr basé aussi sur un travail de cartographie des enjeux et des activités. Et donc, à partir de ça, on en a déduit des indicateurs. Donc, je vous ai mis par exemple l'impact de la promenade sur les limicoles côtiers de nicheurs. Donc la promenade, elle a un impact de dérangement des Lincoln. Et donc on a deux objectifs opérationnels. Le premier, ça va être de suivre l'activité de promenade de manière plutôt quantitative. Donc combien de promeneurs sont situés à proximité des zones fonctionnelles. Et ça, on peut le recueillir via divers protocoles. Donc par exemple, en réalisant des comptages, ou en récupérant des données d'un éco-compteur, ou en installant une caméra à proximité de certaines zones. Donc ça, c'est pour le premier objectif. Et le second, ça va être d'étudier plutôt l'impact de la promenade sur les limicoles côtiers de nicheurs. Donc là, on va essayer plutôt de qualifier les comportements de dérangement et de quantifier surtout les comportements de dérangement des limicoles qui sont induits par la promenade. Donc ça, on peut le faire par exemple en faisant des focales ou en installant des pièges photos à proximité des nids en période d'incubation, par exemple. Donc ce tableau, il nous donne finalement une liste d'indicateurs de pression que j'ai appelé écologiques, mais aussi de plusieurs protocoles possibles associés à ces indicateurs-là. Et donc après, en plus de cette liste d'indicateurs, on a ajouté certains autres qui étaient proposés par le guide de Lebert, comme des indicateurs sociaux ou aussi des indicateurs de cadrage, comme le bien-être des visiteurs ou la météo, par exemple. Et donc on a eu au total une liste exhaustive d'indicateurs qui était bien sûr impossible à mettre en œuvre en totalité. Donc là, on a encore priorisé dans cette liste d'indicateurs en fonction de trois critères qui sont la pertinence du paramètre pour la gestion, la fiabilité du protocole, c'est-à-dire en quoi est-ce que le protocole va pouvoir rendre compte du paramètre, et la faisabilité du protocole d'un point de vue technique, humain. Voilà. Et ce travail-là, il a été fait de manière collective et on a finalement retenu 16 indicateurs. Il y en a 12 autres qu'on a gardés et étudiés quand même et qui constituent une autre base pour ajouter potentiellement d'autres indicateurs au tableau de bord. Donc, les 16 indicateurs retenus, ils seront à terme, enfin plus tard dans le travail, intégrés à un tableau de bord. Et pour faciliter la lecture de ce tableau de bord, on a proposé une grille de lecture. Grille de lecture en fonction de la capacité de charge. La capacité de charge, c'est le nombre maximum de personnes qui sont au même moment sur un site, qui ne compromettent pas ni l'environnement, ni l'appréciation, la satisfaction de la visite. Donc en fait, ce nombre, il est, comme vous pouvez l'imaginer, assez complexe à définir parce que, par exemple, si on reprend l'exemple de l'impact de l'activité de promenade sur les limicoles, c'est difficile de savoir au bout de combien de dérangements exactement les limicoles, la reproduction des limicoles va être impactée. Et surtout, ce nombre de dérangements correspond à quel nombre de promeneurs. Donc voilà, c'était pas possible de réaliser une grille de lecture pour tous les indicateurs sur la période du stage. Donc on a juste pioché dans la littérature les grilles de lecture qui existaient, qu'on a appliquées au Glénan. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui n'ont pas de grille de lecture, et c'est pas grave. Donc par exemple, je vous ai mis sur la fréquentation des sentiers. Donc là, on s'est basé sur l'étude globale qui a proposé des seuils en fonction des mesures barrières qui avaient été proposées au moment de la pandémie. Et donc, pour lire un peu ce tableau, sur les sentiers de Saint-Nicolas, quand on a 418 personnes ou plus, ou moins, pardon, ça veut dire qu'on a 36 mètres carrés par personne ou plus, donc la capacité de charge est loin d'être atteinte, donc la case sera colorée en vert. Et ensuite, si on a plus de 418 personnes, mais moins de 602,
on va être un peu plus proche de la capacité de charge atteinte, et donc la case sera colorée en jaune. Donc ça, c'est le tableau de bord final avec les 16 indicateurs. Donc ce tableau de bord, il couvre la période d'avril à septembre. Cette période, elle a été décidée collectivement parce que c'est la période de forte fréquentation, de plus forte fréquentation, on va dire, à l'année, qui est aussi la période d'activité des navettes, des transporteurs, du transporteur principal de passagers, et c'est aussi la période clé pour les enjeux écologiques. Donc on a dans ce tableau des indicateurs quantitatifs, comme par exemple les mouillages sur encre, des indicateurs qualitatifs comme par exemple la perception de la fréquentation, des indicateurs d'impact cumulés comme par exemple les polluants dans l'eau, et un indicateur de cadrage qui est la météo. Donc ce tableau de bord étant créé, il faut ensuite le compléter avec des données. Donc on a d'abord des données publiques comme les polluants dans l'eau qui sont disponibles sur le site de l'ARS, ou les données de l'éco-compteur qu'on avait aussi en interne. Et ensuite on a les données des acteurs qui ont bien accepté de nous transmettre. Donc là, il y a par exemple le nombre de stagiaires de l'école de voile qui correspond à peu près au nombre d'embarcations à l'eau chaque jour. Donc là, c'était l'objectif principal de valoriser les données qui existaient déjà. Et ça a nécessité de rencontrer les acteurs avant la saison, de les relancer après la saison. Et ces données, elles restent quand même déclaratives, mais à terme, ça pourrait peut-être passer par une convention avec eux, et peut-être des moyens de vérifier aussi les informations transmises. Donc vous voyez là aussi que donc il n'y a pas forcément toutes les cases qui sont colorées, c'est parce que on n'a pas toujours de capacité de grille de lecture associée à une capacité de charge qui a été définie. Ensuite, il y a certaines données qui ont été issues des comptages, donc comme les mouillages sur encre par exemple. Donc on était parti initialement sur l'idée de faire 2 comptages par mois, et 4 en juillet-août, qui étaient organisés par Bretagne Vivante et l'école de voile à titre bénévole. Mais finalement, il y a eu les collectivités, donc la commune de Fouesnant et la communauté de communes, qui sont mobilisées pour réaliser en juillet et août seulement un comptage par jour. Donc ça nous a donné beaucoup plus de données. Et concrètement, pour les comptages, on avait testé le protocole en avant-saison, et on avait aussi priorisé les sites de comptage avant de les mettre en place. Et enfin, on a des données aussi issues d'un questionnaire sur les aspects plus qualitatifs, donc comme la perception de la fréquentation, qu'on avait là aussi testé en amont et qu'on voulait distribuer seulement en ligne, mais finalement on a aussi pu le distribuer sur le terrain en juillet-août grâce à l'implication de moyens humains par les collectivités. On a eu 150 répondants sur ce questionnaire. Donc on aboutit finalement à ce tableau de bord qui est complété, qui est en fait pas représentatif de la fréquentation sur les Glénans en général, mais bien de la saison 2023. Saison que, vous savez, n'a pas été très, très ensoleillée. Et notamment sur la période qui d'habitude est la période de plus forte fréquentation du 14 juillet au 15 août. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Donc ce qu'on a appris au-delà du tableau de bord et ce qu'on a décidé de transmettre aussi aux acteurs, c'est que la fréquentation au Glénan, elle est très dépendante de la météo. Donc cet été, comme il a fait mauvais, on a des moyennes journalières qui sont plutôt basses. Et on voit quand même que sur Terre, donc c'est les pictos en blanc, il y a l'île de Saint-Nicolas qui ressort vraiment par rapport aux autres sites en termes de fréquentation. Et quand on regarde une journée de forte fréquentation, par exemple le 22 août, où il a fait très beau, on voit que ça peut monter jusqu'à 1000 personnes à Saint-Nicolas et 400 bateaux sur tout l'archipel.
Donc, c'est vraiment des chiffres beaucoup plus élevés que ce qu'on a vu en moyenne journalière sur l'archipel. On a aussi appris, ou on a été conforté dans l'idée que la fréquentation, d'un point de vue qualitatif, était très différente en fonction des îles. Donc, que ce soit les profils, les pratiques aussi, et les perceptions des visiteurs. Sur l'île de Saint-Nicolas, qui est du coup celle desservie par les transporteurs de passagers, on va avoir 80% des personnes, des visiteurs qui sont des clients de ce transporteur de passagers. C'est plutôt des gens qui habitent en dehors de la Bretagne, ou du moins pas dans le Finistère Sud, qui viennent pour la première fois au Glénan en général et qui sont pas du tout ou pas dérangés par la fréquentation à 70%. Parce que c'est aussi la première fois qu'ils viennent et ils s'attendent à voir des plages plus fréquentées que ça, ou au moins aussi fréquentées. À l'inverse, au Loc et à Guéridon, donc sur deux autres îles, on va avoir 80% des gens qui sont des plaisanciers propriétaires, qui habitent donc dans le Finistère Sud à presque 75%, et qui viennent plus régulièrement, et notamment sur les ailes de saison, là où il y a moins de monde, et qui du coup sont beaucoup plus dérangés par la fréquentation. Là, quand on additionne dérangés et très dérangés, on arrive à 70%, donc opposé complètement à ce qu'on avait à Saint-Nicolas. Donc le dernier résultat, c'est que à l'avenir, le tableau de bord sera quand même utile pour pouvoir comparer les années entre elles et en fait voir l'évolution de de cette fréquentation. Et le tableau de bord reste un outil interne, du moins pour le moment. Et on a quand même communiqué sur les résultats, donc avec les cartes que je vous ai montrées, les graphes que je vous ai montrés. Donc on a partagé ces documents en réunion, copié le Natura et avec l'État, etc. Mais surtout, on a fait une infographie de 4 pages qui résume et les protocoles et les résultats que je vous ai montrés en partie. Et on a eu aussi pas mal de relais dans la presse locale sur le lancement de ce projet de suivi de la fréquentation. Et cette communication, elle était importante pour nous parce elle permettait aussi de remercier les acteurs qui avaient été impliqués, soit dans les comptages, soit dans la transmission de, de données. Donc c'était important pour nous. Donc pour conclure rapidement, on a une bonne mobilisation des acteurs, surtout autour des comptages, certainement parce qu'il y a eu un intérêt et une attention portée aux chiffres de combien de personnes viennent sur les Glénans et pour faire quoi. Et cette mobilisation, elle semble être portée dans le temps, parce que par exemple, les collectivités se sont déjà engagées à renouveler leur implication l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un projet qui a beaucoup intéressé les acteurs du territoire et surtout les résidents, par exemple, les Éliens. Et donc, on l'a dit déjà, le tableau de bord, il sera utile surtout les années suivantes, en fait, pour pouvoir voir l'évolution de la fréquentation. Mais ces données, elles sont déjà utiles dans certains projets. Par exemple, la mise en place d'un projet de recherche qui va se faire en 2024 sur le dérangement de l'avifaune et des phoques, porté par le Muséum d'histoire naturelle. Et pour finir, donc on a obtenu des financements de l'OFB sur les temps de comptage et le temps d'animation de cet observatoire. Donc ce qui garantirait, on l'espère, la pérennité du projet dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on pense aussi pouvoir creuser d'autres thématiques, comme par exemple la pêche de loisirs, qu'on connaît mal et pour lequel on n'a pas trouvé d'indicateurs pertinents pour le moment. Donc, dans l'objectif de pouvoir peut-être développer de nouveaux indicateurs via l'accueil d'autres stages sur d'autres thématiques de fréquentation. Et je le disais tout à l'heure, on a fait aussi un autre livrable qui présente 12 indicateurs qui avaient été mis de côté
mais qu'on pourrait mettre en place dans une logique de gestion adaptative à venir, mais tout en garantissant quand même le suivi des 16 indicateurs qu'on a retenus. Donc voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions, si ça vous a donné envie de faire des choses similaires dans vos AMP. Oui, donc Christophe Auler, tu peux prendre la parole. Merci hein, Lorraine pour cette présentation claire et efficace. Christophe. Merci pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment très bien. J'avais juste une question, c'est sur les seuils utilisés, par exemple sur la fréquentation des sentiers, les mouillages, etc. Comment ils ont été fixés? Est-ce que c'est mathématique, c'est-à-dire qu'on a fait 3 ou 4 classes en fonction des mini et des maxi, ou est-ce que c'est le ressenti des gens qui fréquentent, ou est-ce que c'est vraiment une capacité de charge acceptable pour le verre et pour les milieux et les espèces, comment ça a été fixé du coup? Parce que c'est Bah, 36. Comment on peut justifier que 36 mètres carrés c'est vert et 8 mètres carrés c'est rouge, quoi, vis-à-vis de vis-à-vis des impacts qu'on peut avoir sur les milieux et les espèces. du coup, comme je disais, on s'est juste inspiré de ce qui existait dans la littérature, donc les justifications sont pas toujours les mêmes. Ouais. Donc là, par exemple, pour la fréquentation des sentiers, il me semble que donc la justification, c'est les mesures barrières. Donc il me semble que ce qui était défini au moment des mesures barrières du Covid, c'était qu'on avait besoin de 8 mètres carrés par personne pour pas être contaminé. Et donc, à partir de là, ont été déclinés le 16, 25 et 36. Mais c'est pas le cas, effectivement, pour chaque indicateur, et surtout, chaque indicateur n'est pas justifié de la même manière. On a quasiment, donc là, j'ai pas mis toutes les grilles de lecture sur le diapo, mais on a plutôt des justifications qui sont relatives à des considérations sociales, Hum, de perception des gens, hum. parce que peut-être que c'est plus facile à mettre en place, ou en tout cas c'est ce qu'on a plus retrouvé dans la littérature. C'est vrai que le volet écologique me semble être vraiment complexe. Ouais, non, mais c'est ce que je pensais aussi au vu de ces seuils, mais d'accord. Ok. Donc ça veut dire que avec l'étude Muséum, par exemple, sur les effets sur la vie faune, on pourrait envisager de revoir ces seuils s'ils nous semblent pas pertinents en termes de Oui, fréquentation vis-à-vis des impacts. oui, tout à fait. Ok. Bien, je me permets de partager ton mémoire, Lorraine, en lien. Ah, ça marche pas. Afin de pouvoir accéder aussi à ce que tu avais pu écrire. Hop, attends. Voilà, vous avez le lien. Est-ce que il y a d'autres questions? Oui, Bretagne vivante, Virginie. Oui, c'est Yann, en fait, Yann Oui. Jacob. Bonjour. On vous écoute. Merci Lorraine pour la présentation. Est-ce que vous avez estimé le temps que peut représenter en fait le relevé des données pour alimenter l'observatoire, enfin le tableau de bord là, en routine quoi, parce que dans le cadre d'un stage, effectivement, il y a du temps dédié à ça, mais est-ce que vous avez pu faire cet exercice-là ou pas? Oui, parce qu'en fait, même dans le cadre de mon stage, moi, je me suis plutôt occupée de la partie tableau de bord et définition des protocoles. Et tout ce qui était comptage et distribution du questionnaire était euh, donné, en fait, donc à Bretagne Vivante, mais d'autres personnes chez Bretagne Vivante, et à l'école de voile, et après aux collectivités. Donc tout ça a été calculé, et surtout, le travail a été fait euh, au moment de l'attribution de la subvention par l'OFB. Et alors du coup, j'ai plus exactement en tête. Donc c'est une demi-journée de travail par comptage, et donc c'est 2 jours un jour par mois, je pense, d'avril à juin et septembre. Et
Et pour juillet-août, du coup, on est parti sur une demi-journée pendant 2 mois, donc 1 mois de travail pour la commune. Non, bah, c'est tout. Oui, merci. Ouais. Je vois d'autres mains qui se lèvent. Anne-Marie, Marc, est-ce que vous avez une question? Oui, bonjour, Marie-Marc de Ladréal. Hop, attends. Là, ça va être mieux comme ça. Moi, j'ai une question, du coup, très intéressant, hein, enfin, moi, j'étais en Corse et on nous a posé cette question, effectivement, de capacité de charge et j'avais pas les réponses, en fait, parce que du point de vue biologique, effectivement, on n'a pas forcément les réponses et entre autres, de fréquentation des îles Lavetti. Mais du coup, est-ce qu'à partir de là, ça peut nous permettre de faire ce qu'ils ont fait en PACA sur le parc des Calanques et entre autres sur les îles Lavezzi, de permettre en fait de mettre en place une réglementation avec entre guillemets des quotas de réservation, mais est-ce que c'est possible de le mettre en place? Oui, c'est possible de le mettre en place et on y réfléchit dans le cadre de l'extension de la réserve. Et justement, ces travaux-là pourraient permettre, avec tous les travaux qui précédaient aussi, d'avoir en fait assez de connaissances pour pouvoir définir si on met des quotas et si oui, où et dans quelle mesure. Et l'intérêt de ce travail d'observatoire était aussi de pouvoir partager avec les acteurs euh, et les usagers réguliers des connaissances sur la fréquentation pour que ce ne soit pas, enfin, pour que si un jour il y a des quotas, ce soit aussi accepté parce que le constat de base était partagé. Et il me semble que partout où il y a eu l'instauration de quotas, et notamment en Méditerranée, il y avait un constat de base qui était bien partagé depuis plusieurs années. Ouais, pas forcément, mais bah, ouais, il n'y a pas forcément eu ce travail d'étude de la fréquentation au départ, c'est aussi des volontés politiques à un moment donné. Mais effectivement, il faut commencer par là pour pouvoir, en fait, à mon sens, donner du poids à la mise en place de quotas ou de réservations, de choses comme ça. Bah, merci en tout cas, super intéressant. Merci. Pauline Le Yarrick, vous avez une question? Du coup, rapidement, moi, Pauline, je suis chargée de mission pour la réserve naturelle de Groix. On est sur un contexte insulaire un peu différent que celui des Glénans. Et moi, je me demandais est-ce que tu avais pu échanger avec les transporteurs, un peu dans la continuité de la question en fait d'Anne-Marie, comment ça a été perçu par les transporteurs, justement sur une éventuelle projection de quotas et du coup plus globalement en fait sur les acteurs économiques. Voilà, c'était un peu des détails de leur perception et de leur positionnement vis-à-vis de cette problématique. Alors, on a échangé avec les transporteurs et en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'ils transmettent leurs données de fréquentation à la commune, bon, pour d'autres raisons de taxes et autres. Mais du coup, ils n'ont pas vu d'un mauvais œil l'idée de partager leurs données, peut-être même plus développée que ce qu'ils faisaient avant. Donc ça, sur le volet suivi de fréquentation, ils ont vraiment bien pris, ils ont été moteurs. Donc c'était vraiment chouette. Et sur le volet régulation de la fréquentation, qui est une autre question, ils sont conscients que il y a des réflexions autour de l'instauration de quotas et ce qu'ils ont dit en réunion, c'est que ils étaient conscients qu'ils devaient faire des efforts, mais qu'ils voulaient pas être les seuls à faire des efforts. Ça veut dire que s'il y a des quotas sur leur activité, il faudra qu'il y en ait pour les autres transporteurs de passagers, même si ces autres ont des volumes beaucoup plus petits, et que il y en aurait aussi sur la plaisance et sur les autres moyens de venir au Glénan. Ok, super, merci. Et ça paraît, juste par rapport, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est quand même plus réalisable de viser donc des transporteurs où justement on a des données qui sont cumulées depuis plusieurs années. Et par rapport à l'action qu'on peut mettre en place, notamment avec des plaisanciers, euh, ça, il y a des réflexions autour de moyens, à part peut-être un ancrage limité, de comment agir auprès des plaisanciers concrètement.
On a quand même plusieurs retours d'expérience en Méditerranée par exemple, ancrage interdit et donc installation de bouées qui sont réservables à l'avance et qui sont peut-être gratuites d'ailleurs, mais qui te définissent le nombre maximum de bateaux qui peuvent être accueillis sur la plaisance, quoi. Euh, Alors, c'est un exemple, mais j'imagine il y en a beaucoup d'autres. je peux répondre à ta place, Lorraine, du coup, pour avoir travaillé en Méditerranée et sur la mise en place des zones de mouillage. Effectivement, en tous les cas, en ce qui concerne les zones de mouillage, on demande une étude de fréquentation réelle des plaisanciers avant, et les zones de mouillage sont dimensionnées de telle manière à réguler la fréquentation. Sauf que la mise en place de zones de mouillage, si on veut limiter l'ancrage et l'effet report, on est obligé de mettre à côté une interdiction de zone de mouillage. Donc, c'est pas forcément simple à mettre en place. Il faut vraiment c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment une réelle volonté politique de l'histoire. Merci pour vos réponses. Pour les bateliers, quoi. Les bateliers, c'est encore, enfin voilà, il y a plusieurs catégories socio-économiques et catégories de personnes à toucher pour la mise en place de ces quotas, et c'est pas forcément évident. Bien. Merci beaucoup. Et ben cette fois-ci, on peut donner la parole à la Réunion. Colline et Anne-Laure, on vous écoute. Oui, bonjour. Déjà, merci pour l'invitation et merci pour ce travail très intéressant. Alors, on est arrivé un petit peu en retard, le temps d'arriver à se connecter. Et du coup, j'avais une question. Je voulais savoir si l'observatoire, peut-être que ça a été dit, est-ce qu'il a une vocation à être un outil plutôt interne ou est-ce que c'est quelque chose qui sera ouvert aux partenaires et au grand public? Après, je voulais savoir, donc là, si j'ai bien compris, donc il y avait des comptages qui ont été faits déjà donc, l'année passée et qui se poursuivront visiblement si financement il y a l'année prochaine. Et après, l'objectif, c'est quoi? C'est de le faire après en fonction des financements annuellement ou après c'est sur un pas de temps plus éloigné qui est 5 ans par exemple? Qu'est-ce que vous envisagez pour voilà, acquérir toutes ces données? Alors, sur l'outil interne ou pas, pour le moment, ce qu'on s'est dit, donc l'objectif c'est d'avoir des données partagées pour le moment en contexte d'extension, donc avec les services de l'État, l'OFB, les collectivités et le gestionnaire actuel de la réserve nationale, donc l'association Bretagne Vivante, qui est partagée de manière, enfin, toutes les infos sont données. Et après, pour le grand public et les acteurs plus éloignés, alors je vais peut-être remettre la slide. On a décidé de sélectionner les infos, pas enfin, simplement pour que ce soit plus lisible. Euh, donc on a partagé toutes ces cartes-là, par exemple, et ces graphes. Et on a fait une petite infographie de 4 pages pour transmettre les données. Et puis après, ça a été présenté en réunion de travail. J'aurais bien voulu faire une réunion publique, mais on n'a pas eu assez de temps pour le faire. Donc ça, c'était sur le partage des infos. Et sur les comptages, du coup, on a une subvention pluriannuelle qui passe par une convention avec l'Office français de la biodiversité. Donc c'est garanti en fait que les comptages vont être faits tous les ans. Donc c'est la communauté de communes qui anime le projet qui bénéficie des subventions, mais qui redistribue aux acteurs qui réalisent les comptages, donc l'asso Bretagne Vivante, la commune et l'école de voile. Et donc ça, c'est garanti au moins pour les 3 prochaines années dans la convention pluriannuelle, mais certainement que ce sera renouvelé ensuite après. Alors, j'avais une autre petite question après, c'est bon. Ça concernait justement le suivi de fréquentation de la pêche loisir. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez procédé à ce suivi de fréquentation? Est-ce que c'était un suivi à pied avec des jumelles ou si vous avez utilisé un outil tel que le drone? Ou est-ce que vous avez mis en parallèle, par exemple, les données de capture pour savoir la pression qu'il peut y avoir justement entre la fréquentation du nombre de pêcheurs et les prises? Juste voilà, savoir un petit peu le protocole qui a été utilisé pour suivre la pêche de loisirs. Alors sur la
pêche de loisirs, la seule qui est suivie dans le cadre de l'observatoire, c'est la pêche à pied. Et du coup, là-dessus, on a repris les protocoles du comptage national qu'on réalisait déjà. Simplement, on le réalise à plusieurs reprises, alors qu'avant, on le faisait seulement une fois par an. Donc là, ce qu'on a retenu dans l'observatoire, c'est simplement le nombre de pratiquants de pêche à pied de loisirs et sur la pêche embarquée, qui est aussi une activité importante au Glénan. Là, on n'a pas encore d'indicateurs développés. Après, c'est vrai que enfin, on a plein d'idées sur la distribution de carnets de pêche, enfin, pour regarder les captures, localiser, voir le nombre de pratiquants dans les différents types de pêche. Mais c'est quelque chose qu'on connaît encore assez peu en fait au Glénan et qu'on n'a pas du coup pas creusé dans le cadre de cet observatoire. Mais c'est un projet pour l'année 2024. On va accueillir un stagiaire sur la pêche plaisance, embarquée surtout, et la chasse aussi, la chasse sous-marine. Et du coup, dans ce cadre-là, peut-être qu'on développera d'autres indicateurs pour suivre la pêche. Peut-être que ce sera juste une étude ponctuelle, on en a encore décidé. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est au tour d'Alain Guinel de prendre la parole. Oui, bonjour. Oui, en tant que local de l'étape à Concarneau, là, qui va souvent au Glénan, ma question rejoint un petit peu celle de la précédente intervention. Je pense qu'avant d'en arriver rapidement à des mesures coercitives de quotas, etc., ce serait bien d'informer le grand public d'une façon assez régulière ou que les gens sachent qu'à tel endroit, sur un site local de toutes les communes de la CCA, on ait d'informations sur la fréquentation pour que les gens s'organisent davantage, les plaisanciers notamment, pour différer un séjour sur place ou y aller plutôt en semaine qu'en week-end, etc., avant d'en arriver vraiment entre guillemets, à la sanction, quoi, qui me paraît inéluctable. Hein. Moi qui ai fait de la montagne, ça me rappelle un peu le Mont Blanc, où aujourd'hui, effectivement, il y a des quotas et ça a été nécessaire et finalement, c'est bien vécu. Voilà. Ça d'une part, et d'autre part, je voulais savoir pour les bateaux, pour les plaisanciers, on parle beaucoup des attaches des bateaux plutôt sur ancrés. Est-ce que vous parlez également des bateaux qui beach et notamment sur l'île du Loc où ça devient vraiment ça devient infernal. Euh, voilà, donc cette question-là parce que je la voyais pas tellement dans les documents. Voilà. Et sur les ancrages des bateaux, d'ailleurs, on ne parle pas des ancrages qui seraient davantage écolos plutôt que les ancrages traditionnels. Actuellement, je sais qu'il y a eu quelques tentatives. Alors, je ne sais pas s'il y a des bons retours et si à terme, ces nouveaux ancrages d'un nouveau genre là seront développés sur la totalité de l'archipel. Voilà. Merci. Alors, donc sur le partage d'informations, je suis d'accord avec vous. Hein, l'objectif, c'est de partager la connaissance de cette fréquentation pour avoir une base commune des usagers réguliers et puis éventuellement, comme vous disiez, pour que les gens puissent réorienter leur visite potentiellement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur le beachage, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais on a un indicateur du beachage. Donc, on a compté, on a aussi différencié les supports. Donc là, je pourrais vous transmettre le détail pour les Glénans si ça vous intéresse. Mais on a différents supports à différents endroits de l'archipel. C'est aussi assez intéressant. Mais oui, effectivement, c'était quelque chose d'important. Là, pas tant sur le volet écologique, mais plutôt sur le volet confort. Oui, appréciation et puis sécurité aussi sur les plages. Et sur les ancrages, donc quand je dis mouillage sur ancre, donc c'est quand les anciens mettent l'ancre. Ensuite, sur les mouillages écologiques, on a des suivis sur les mouillages qui sont communaux, donc ceux qui sont à la chambre et la pie. Donc on a le taux d'occupation. Donc ça, c'est pour ce suivi-là. Après, toutes les bouées au Glénan sont écologiques, en fait, même les bouées de chenal. Il y a eu un changement ces dernières années. Et là, il y a eu aussi installation de nouveaux mouillages collectifs où c'est une grosse bouée sur laquelle on peut amarrer jusqu'à 5 bateaux. C'est plutôt pour les semi-rigides. On les appelle les marguerites. Et donc là, il y en a 8 nouveaux, donc il y en a 9 en tout sur l'archipel. Et les installations ont plutôt été appréciées. Alors, c'est pas encore très utilisé, mais les gens voient l'utilité.
Donc c'est bien. Parce qu'on a fait un questionnaire, on avait plus de 70% des gens qui étaient satisfaits, donc c'est bien. Merci. Anne-Marie, vous avez une remarque? Oui, une question, qu'est-ce que vous appelez mouillage écologique? C'est mouillage avec des vis, hein, du coup, c'est ça? Oui, vis et puis ligne en dynéma aussi. Ok. Quand je parlais des zones de mouillage en Méditerranée, la volonté est qu'il n'y en ait plus aucune avec des cormorans, hein. Et justement, avec des mouillages. Moi, j'appelle pas ça écologique, en fait, hein, j'appelle ça de moindre impact que écologique. Enfin, ça me... enfin, après, voilà, c'est une question de sémantique, mais ça reste un ancrage, quoi. Hélène Mazière, vous avez une question? J'aurais été intéressée de savoir quel type d'actions sont envisagées pour la suite, via le financement OFB. Lorraine, tu as parlé d'animation ou de sensibilisation en plus des comptages qui vont être perdurés dans le temps. Je voulais savoir si, par exemple, c'est prévu de sensibiliser les usagers, les acteurs et les plaisanciers aux bons gestes pour limiter leur impact déjà. Ça pourrait être en complément des futurs quotas, déjà réglementer un petit peu les usages, la manière dont les usagers font leur activité pour limiter leur impact. Mm. Alors, quand je parlais de temps d'animation, c'était animation du projet, donc plutôt récolter les données, remplir le tableau de bord, communiquer les résultats, etc. Mais il y a effectivement aussi la sensibilisation qui est prévue. C'est déjà ce qui a été fait cet été et ce qui sera à nouveau fait les années prochaines. En fait, sur le personnel qui a été déployé par les collectivités, c'était pour objectif de réaliser des comptages, donc ça prend à peu près la moitié de la journée, et le reste du temps, faire de la sensibilisation sur 3 îles. Donc, c'était intéressant parce que c'était au-delà de Saint-Nicolas, où il y a toujours eu de la fréquentation. Il y a beaucoup eu de sensibilisation faite par Bretagne Vivante parce que c'était l'île de la Réserve, mais du coup, c'était aussi intéressant d'avoir d'autres îles où il y avait de la sensibilisation, alors que c'était pas fait les années précédentes. Et ça a été très bien reçu par les pratiquants. Voilà. Et effectivement, l'objectif, c'était d'améliorer les pratiques, puis d'informer sur le patrimoine naturel qui, au final, est assez peu connu, notamment sur le milieu marin. Ok, merci. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions de la salle? Oui, Caroline, Bonté, on vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. J'avais juste une question, c'est un détail, mais par rapport aux données météo, on est sur une moyenne sur la période. Et comment est-ce que vous faites une moyenne de données journalières? Vous regardez chaque jour les données historiques ou alors chaque jour le flux de météo? Pardon, vous posiez la question pour la météo ou pour tous les indicateurs? Pour la météo. En fait, ouais, on prend la donnée. En fait, sur l'éco-compteur, c'est un site qui Ah oui, je référence vois, ok. Et du coup, il y a les pictos qui sont sortis et donc on prend celui qui ressort le plus souvent. D'accord, moi je Voilà. vois le système, c'est sur Donc, très bien. Ecovisio, hein. Ok, Oui. merci. Du coup, je vois une question de Colline Stéphane dans le chat. Sur les informations sur les marguerites, c'est géré par la commune de Fouesnant. Mais vous pouvez m'écrire, je vais remettre mon adresse mail dans le chat pour avoir des informations que je vous transmette les dossiers. Super. Et est-ce que peut-être la fiche de 4 pages dont tu parlais tout à l'heure en termes de communication, est-ce qu'elle est accessible? Est-ce que tu pourrais nous la transmettre? Enfin, moi, tu pourrais me l'envoyer, je l'envoie aux Oui, participants. elle va apparaître officiellement cette semaine. Donc, dès qu'elle ok. sort, je te la transmettrai. Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? D'autres remarques? Est-ce qu'il y en a parmi vous des gestionnaires qui ont un souhait de mettre en place un tel outil sur leur espace protégé et qui voudraient peut-être nous expliquer les motifs? Je peux peut-être expliquer rapidement ce qu'on fait. Je fais aussi partie de Bretagne Vivante.
Et moi, je suis dans le Morbihan et je mène aussi un petit peu un suivi de la fréquentation depuis 3 ans dans l'archipel de Ouattédik. Donc, c'est un contexte relativement similaire, mais on n'a pas eu tout à fait la même fréquentation et pas dans la même ampleur. Mais on constate que ça cause quand même du dérangement, surtout auprès des colonies d'oiseaux marins. Moi, je suis très intéressée par les travaux de Lorraine. Je me pose juste des questions sur la faisabilité parce qu'on n'a pas forcément de financement sur le long terme pour mener ce type d'études et surtout pour réaliser toute l'ampleur du travail que Lorraine a réalisé. Après, il y a peut-être, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus simple. Moi, pour l'instant, je compte simplement la présence des activités sur et autour des îlots qui sont des colonies d'oiseaux marins. Et après, on a un peu mis en place une grille de lecture similaire à ce qu'elle a fait. D'après nous, ce qu'on a constaté en termes de dérangement, à partir de combien de personnes sur la plage, ça devient dans le rouge. À partir de combien de personnes, combien de chiens, par exemple, ça devient dans le rouge. Mais on n'a qu'un seul indicateur, en fait. C'est l'indicateur de dérangement. Ok. Merci pour ce témoignage. Caroline Bonté, vous avez à nouveau une question. Non, c'était plutôt pour répondre aux différents projets similaires. Je suis très intéressée par la présentation qui vient d'être faite et je trouve ça vraiment parlant et concluant. J'espère que ça le sera effectivement à long terme et ça a l'air bien parti. Nous, sur le bassin d'Arcachon, on est l'un des parcs qui avait participé au projet Réseau Blo sur la mise en place d'un réseau d'observatoires de loisirs sur les parcs marins. Donc là, on est dans la suite Réseau Blo et l'idée, c'est de mettre en place déjà des comptages réguliers et une acquisition de données pour à terme monter un observatoire et un observatoire local, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de recueil de données sur le bassin de différents partenaires, que ce soit l'ONF, le département avec la gestion de certains espaces naturels sensibles, la dune du Pilat, certains éco-compteurs sur la Leyre, qui est un fleuve. Bref, il y a pas mal de choses, donc il faut aussi arriver à mettre en musique tout ça. C'est pas évident, mais c'est assez inspirant de voir des exemples qui fonctionnent très concrètement. Nous, on a un souhait de mise en place d'un observatoire sur toute l'année, donc pas juste avril-septembre, donc ça complexifie encore les choses, mais c'est pas impossible qu'on ait à réduire un peu la voilure pour que ça devienne effectif, comme c'est apparemment le cas dans l'exemple présenté aujourd'hui. Donc merci pour la présentation. Merci. Et oui, il y a des informations qui apparaissent dans le chat à propos de Réseau Blo, si vous voulez aller les consulter. Pauline et Anne-Laure, on vous écoute. Alors oui, c'était pour répondre à ta question. Donc nous, à la réserve naturelle marine de La Réunion, on a pour objectif de créer un observatoire des usages de la réserve marine et aussi des activités qui se situent un peu plus en amont. Étant donné que nous, on n'est pas compétent sur la partie terrestre, on est compétent que sur la partie marine, mais il y a beaucoup d'activités sur le bassin versant qui impactent directement, au moins indirectement, le lagon et la réserve marine. Et on a beaucoup d'activités. Et donc, on va essayer de mettre en place justement un observatoire des usages terrestres, plutôt marins, avec un peu aussi une partie terrestre en partenariat avec les partenaires du bassin versant et qui comprendra toutes ces questions de suivi de fréquentation par type d'usage, d'activité. Et aussi, alors c'est un outil qui se veut pour l'instant, il est plutôt pensé à usage interne, nous, pour nous aider, cartographique, base de données, retour d'expérience. Après, peut-être que dans le futur, on l'ouvrira aux scientifiques et à nos partenaires qui aimeraient justement avoir accès à toutes ces données et après à réfléchir plus tard, voir si on l'ouvre au grand public, mais bien sûr avec des accès, on va dire, restreints, publics ou sans accès sur certaines données qui peuvent être sensibles aussi. Donc voilà, donc on a pour objectif de mettre en place cet observatoire. Après, c'est vrai que nous, la question de la capacité de charge, je pense que comme tout gestionnaire d'aire marine protégée, c'est une question qu'on se pose, à laquelle on aimerait bien répondre, mais qui est très difficile. Et nous, malheureusement, on n'a pas vraiment la chance d'avoir de données qui pourraient nous aider justement à définir ces seuils.
C'est beaucoup à dire d'experts, mais c'est très difficile, voilà, pour nous de pouvoir mettre des seuils. On sait qu'il y a de la fréquentation, on sait qu'il y a de la pression, il y a de plus en plus d'activités, mais on est aujourd'hui incapable de pouvoir dire à partir de temps on est vert, à partir de temps on est jaune ou rouge. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on aimerait bien trouver des solutions et avoir des informations pour pouvoir dire là, non, stop, on arrête le développement, par exemple, de nouvelles activités. Mais voilà, c'est quelque chose. Alors, du coup, on est très preneur du retour d'expérience, de conseils ou de documentation que pourraient avoir les autres gestionnaires ou les scientifiques, notamment dans le bassin de l'océan Indien ou alors dans, on va dire, les territoires d'outre-mer qui sont plus en lien avec nos habitats et nos espèces, donc plutôt coralliens, récifaux. Voilà, pour nous aider à essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette question de capacité de charge, parce que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas du tout mettre des quotas, des seuils, parce qu'on n'est pas en mesure d'avoir des informations qui répondent à ces problématiques. Voilà, donc c'est juste pour vous dire un petit point d'info. Et Pauline, qui est avec moi, elle est en stage de M2 et on mène actuellement une enquête de perception sur la réserve naturelle marine de La Réunion, ce qui n'avait pas été fait depuis les premières dates de 2008-2009 à la création de la réserve. Et après, il y en avait une en 2015, mais c'était plutôt pendant la crise requin. Et c'est vrai que voilà, on avait besoin de savoir un petit peu ce que les gens pensent de la réserve, s'ils la connaissent, est-ce qu'il faut qu'on accentue nos efforts, voilà, pour nous aider ensuite à revoir pas mal de choses et à orienter nos actions de gestion. Voilà. Merci Anne-Laure, et effectivement, on espère que cette enquête de perception puisse faire l'objet d'un prochain webinaire en 2024 quand les travaux seront terminés. Merci. Pascal Nolo, c'est à vous de prendre la parole. Oui, merci pour la présentation, très intéressante pour nous puisqu'on a une démarche de mise en place d'une zone de protection forte à travers un arrêté de biotope comme pour l'île du Dumay en Loire-Atlantique, mais en Vendée pour l'île du Pilier. Et l'étude de fréquentation qui a été faite par la LPO remise en cause par les usagers et acteurs du territoire, avec un portage politique qui n'est pas du tout en faveur de la mise en place de cette zone de protection forte. Donc on part de rien, entre guillemets, sur les indicateurs de fréquentation, à part l'enquête menée par la LPO en 2022. Du coup, nous sommes vraiment très intéressés par cette étude et par ces indicateurs pour mener à bien, je dirais, une démarche similaire d'observation préalable avant prise de mesures de gestion la mesure la plus importante est le non-débarquement sur l'île du Pilier pour ne pas déranger la vie faune marine en période de nidification du 1er mars au fin juillet, mi-août, quoi. Voilà, donc je vous remercie pour ces présentations et on va essayer d'initier avec l'OFB à travers l'animation Natura 2000 une démarche un peu similaire d'études. En tout cas, merci. Merci. Christophe, un autre témoignage. Alors, merci aussi pour cette étude super intéressante. Alors, on est intéressé en fait à plusieurs titres. Tout d'abord parce que on est opérateur associé avec le syndicat mixte littoral normand et le CRPM Normandie sur Chausey. Et par conséquent, on est en phase de révision du DOCOB. Alors, il y a eu des études déjà de conduite sur la fréquentation à Chausey, mais la question devient de plus en plus prégnante, les acteurs sont de plus en plus demandeurs, et par conséquent, toutes ces initiatives nous intéressent parce qu'on aura besoin aussi d'aborder ces thèmes à travers la révision du DOCOB. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est au titre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, puisqu'il y a un projet, non, il n'y a pas un projet, dans le programme d'action, il y a la création d'un observatoire de la fréquentation de l'estran. Et par conséquent, là, toutes les initiatives qui nous permettent de mesurer tout type de fréquentation sur l'espace intertidal nous intéressent. Et pour information, on est déjà
en pilotage d'un observatoire sur la pêche à pied à l'échelle de la façade maritime Manche-Mer du Nord. Alors, ça avait été aussi fait dans le passé aussi sur la partie Nord-Bretagne, mais ça n'a pas été renouvelé sur la Nord-Bretagne. Et par conséquent, l'évolution de cet observatoire, c'est toujours mesurer la fréquentation et faire de la sensibilisation et mesurer aussi les paniers des gens qui pratiquent la pêche à pied sur l'espace intertidal. Et une nouveauté, c'est qu'on a maintenant, je crois que c'est 3 sites pilotes, mais Gwenola est là, elle pourra nous le préciser, mais on va aussi conduire des évaluations sur les habitats benthiques et cette fréquentation pour mettre une relation entre habitat benthique, état de conservation et fréquentation de l'estran par les pêcheurs à pied. Donc, toutes ces questions de fréquentation sur l'espace intertidal nous intéressent. Et la troisième action à mettre en relation, c'est aussi un plan d'action sur le gravelot à collier interrompu, grand gravelot et huîtrier-pie et petit gravelot à l'échelle de la façade maritime, où il y a des actions de sensibilisation, de mise en défense, etc., pour justement essayer de concilier activité balnéaire l'été et conservation des espèces nichant sur les plages. Et donc, c'est encore un sujet qui est commun avec toutes ces démarches. Voilà. Merci beaucoup. Pauline Le Yarrick, on vous écoute. Oui, alors assez rapidement, donc nous, à l'échelle de Groix, on est évidemment ultra intéressés par le travail de Lorraine et notamment la mise en place d'indicateurs par rapport à la fréquentation de l'île. Pour l'instant, on est assez limité puisqu'on est sur une réserve qui fait seulement 99 hectares, mais d'ici 2026, on va passer à 800 hectares de réserve naturelle nationale et principalement de l'estran. Donc nous, on est vraiment intéressés sur l'aspect fréquentation et pour avoir en fait des indicateurs rigoureux pour avoir de l'argumentaire au niveau politique et pouvoir travailler avec les différents acteurs, à savoir la commune, mais aussi l'opérateur Natura 2000, donc Lorient Agglomération, et avec notamment dans les secteurs qui seront pris en compte par l'extension de la réserve naturelle, de forts enjeux sur la plage des Grands Sables, où on a donc le gravelot à collier interrompu qui est nicheur, et c'est le site le plus fréquenté en fait sur l'île, puisque c'est une des rares plages, c'est la plage convexe, il y a tout un historique, c'est beau. Et donc voilà, pour l'instant, on n'a pas d'indicateur et on n'a pas encore pu mettre en place d'observatoire, mais vraiment, nous, dans un futur assez proche, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de développer voilà, assez urgemment, au vu de la fréquentation et aussi au vu des différents acteurs économiques sur l'île. Donc on est sur une île habitée avec plus de 2000 habitants, donc forcément des enjeux économiques forts liés au tourisme, qui d'ailleurs n'est plus seulement que l'été, mais qui a tendance aussi maintenant à se développer en période hivernale. Et voilà, donc nous, on a tout intérêt à développer ça. Ouais. Ok, merci pour ce retour de Groix. Ingrid, tu veux prendre la parole? Oui, bonjour, Ingrid Peusiat, géographe à l'Université de Brest. Donc, j'ai aussi accompagné Lorraine dans ses travaux et fait ma thèse sur les Glénans. Et je voulais peut-être faire un petit retour d'expérience parce que donc, nous, ça fait quelques années au laboratoire qu'on travaille sur ces thématiques. Et on a eu l'expérience d'un observatoire c'était l'observatoire Bountil, hein, que probablement plusieurs d'entre vous connaissent, pour base d'observation des usages nautiques et terrestres, qui a été mis en œuvre sur Porquerolles, Porquerolles, Chausey, le Mont-Saint-Michel. Donc pour le premier Porquerolles, les travaux ont commencé, les suivis à partir de 2003. Et donc aujourd'hui, ces observatoires sont plus tout actifs. Enfin, c'est sur Chausey qu'il est pérennisé sur certains indicateurs. Sur les autres, il est plus aujourd'hui pérennisé pour des raisons financières, humaines et techniques. Mais je voulais peut-être revenir sur cette expérience. Et notamment, c'est une question qui a été soulevée par plusieurs d'entre vous, c'est la pérennité de l'observatoire. Donc nous, sur Porquerolles et Porquerolles, Bountil a duré un petit peu plus d'une dizaine d'années. Et ce que l'on a pu observer, effectivement, c'est que c'est bien de mettre en fait du suivi régulier lorsqu'il y a des enjeux très forts, notamment pour plusieurs sites là, sur des enjeux de réglementation ou d'extension d'aires protégées.
mais qu'après, en fin de compte, le suivi annuel, nous, qui était mis en œuvre, est beaucoup trop chronophage et demande trop d'investissement, en fait, souvent pour les gestionnaires. Et il y a un peu un effet d'épuisement qui peut être contre-productif. Donc, je pense que c'est vraiment important de penser cette temporalité et de pas hésiter en fait à l'espacer, parce qu'il n'y a pas généralement, enfin voilà, sur les suivis qu'on a eu, des changements très radicaux de manière annuelle ou même biannuelle, et donc parfois hein, sur certains indicateurs 3, 4, voire 5 ans hein, peut suffire. Pas tous, hein, non, bien évidemment, mais je pense que c'est un aspect assez important et à anticiper pour la pérennité des suivis et de l'outil observatoire. Un petit retour voilà, d'expérience. On a fait, par exemple, on avait aussi, que j'ai pas cité, un observatoire qui était sur le nautisme en Finistère, donc sur toutes les capacités d'accueil et la fréquentation des infrastructures. Et donc là, c'était tous les 5 ans, parce qu'il n'y a pas forcément des extensions de mouillage, etc., tous les ans. Merci. Merci pour ces retours, Ingrid, qui sont effectivement des conseils à prendre en compte pour pas s'épuiser dans ces outils chronophages. Et enfin, Agathe Courant, tu veux prendre la parole, on t'écoute. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille à la communauté de communes Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime. Et donc nous, on travaille sur toutes ces questions de suivi de fréquentation dans le cadre de l'opération Grand Site qui est en train d'être initiée. Et je voulais juste parler d'un appel à manifestation d'intérêt auquel on a répondu, qui est proposé par Atout France. Donc malheureusement, il est fermé, mais bon, voilà, peut-être qu'il va être réouvert. Souvent les appels, voilà, des fois ça va, ça vient. Donc il a été mis en place par Atout France. C'est dans le cadre de la stratégie de gestion des flux touristiques qui a été annoncée en juin 2023 par du coup plutôt le ministère Tourisme. Mais donc nous, on a répondu à l'appel pour avoir des financements, et notamment ça permet d'assister les lauréats dans tout ce qui est mesures de flux touristiques, mais aussi pour définir un plan d'action, pour faire un plan de communication. Enfin voilà, il y a pas mal de financements possibles dans cet appel. Voilà, comme je vous disais, je crois qu'il a dû fermer au 15 novembre, donc ça se joue à pas grand-chose, mais voilà, peut-être que s'il y avait pas assez de lauréats, peut-être qu'il réouvrirait l'année prochaine. Voilà, je sais que voilà, c'était juste pour préciser qu'au niveau des financements, des fois, voilà, il y a des appels qui peuvent permettre de financer ça. Alors, nous, on a répondu surtout sur la partie donc la première phase, donc vraiment recueillir des données de fréquentation, et puis aussi se faire accompagner par voilà, des experts de suivi de données pour pouvoir mettre en place justement un observatoire à long terme, et pour aussi compiler toutes les données, parce qu'on a un peu des données qui viennent de plein d'endroits, enfin voilà, les acteurs du tourisme, les compteurs, enfin voilà. Et donc l'idée, c'était de pouvoir compiler et de savoir quels indicateurs étaient les plus robustes en termes de suivi à long terme. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Bien, et merci beaucoup en tout cas à la fois pour ta présentation, Lorraine, qui était détaillée, et pour tous ces témoignages. On sent effectivement que ce sont des préoccupations importantes pour la gestion de ces espaces protégés. Et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers le GISommer pour faire part de vos travaux en cours, justement, et si vous avez des choses à partager, ce format de webinaire peut être un support pour effectivement transmettre de l'information et partager des témoignages d'études que vous pouvez mener dans vos espaces protégés. Bien, et merci à tous pour votre présence. Et puis je vous tiens au courant des prochains webinaires. Le prochain aura lieu en décembre, et ce sera une postdoctorante au Canada, Diana Burbano, qui va nous présenter son travail sur l'équité sociale dans une nouvelle aire marine protégée. Là-bas, je vous enverrai des informations rapidement. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.